Manon Aubry, on en vient à l'actualité tout de suite. Emploi, apprentissage, écologie du quotidien. Édouard Philippe réunit ce matin à Matignon élus, partenaires sociaux, acteurs associatifs autour de plusieurs priorités. Des grands chantiers devant faire l'objet d'une mobilisation nationale. Il reçoit donc les corps intermédiaires, comme on les appelle. Vous y voyez quoi? Le retour en grâce de ces corps intermédiaires, c'est positif ce qu'il fait le Premier ministre ce matin? Il les redécouvre. Il les redécouvre. Vaut mieux tard que jamais, vous allez me dire. Mais c'est bien qu'il découvre qu'il y a des corps représentatifs dans notre société, que sont les syndicats, qui sont des acteurs majeurs, qui doivent être mis autour de la table. Je regrette qu'au moment où il a fallu détricoter le Code du travail, à peine arrivé au pouvoir, ils se sont bien passés du rôle des syndicats. Et puis moi, j'ai envie de faire une proposition aujourd'hui au Premier ministre, quitte à mettre l'emploi au cœur de la bataille du gouvernement. Il y a une manière de créer beaucoup d'emplois, c'est de faire de la transition écologique. Ça crée 900 000 emplois si on fait 100% d'énergie renouvelable. Alors ça nécessite d'investir, c'est un vrai choix politique. C'est manifestement pas le choix du gouvernement à l'heure actuelle. Mais j'ai envie de dire chiche. On est à l'aube d'une nouvelle extinction de masse. À Metz, G7 à Metz. Je vous en avais peut-être parlé ce matin. Rapport qui est publié, qui est le rapport le plus alarmant jamais publié sur la question de la biodiversité. On va vers une 6e extinction de masse, 1 million d'espèces qui vont disparaître. Je crois qu'il y a consensus en la matière. Il faut sauver la planète, sauver le climat. Et le message du rapport est très clair. Il faut changer radicalement de système économique. Et pour changer radicalement de système économique, eh bien, il faut investir massivement dans la transition écologique. Et ça tombe bien, ça crée beaucoup d'emplois. Alors, on va parler de l'écologie, notamment, puisque ça fait partie de votre programme aux européennes. Mais juste sur l'économie, hier, dans le journal du dimanche, Olivia Grégoire, députée de la majorité, a confirmé la volonté de faire le ménage dans les niches fiscales, disant qu'elle pouvait atteindre 1,5 milliard d'économies. Vous approuvez? Alors là aussi, j'appelle le gouvernement à un peu de cohérence, parce qu'avant, je travaillais pour une ONG qui s'appelle Oxfam sur les questions justement fiscales. Et quand on avait proposé un amendement au gouvernement il y a un an, dans le budget de l'année précédente, pour justement faire le ménage dans les niches fiscales, sachant qu'elles ont été multipliées par 2 en l'espace de 10 ans. Le gouvernement, vous avez envoyé bouler d'un revers de la main en disant oui, circuler, il n'y a rien à voir, on sait très bien que c'est efficace. Et par ailleurs, c'est bien d'évaluer l'efficacité, mais il va falloir être clair sur lesquels supprimer. On sait par exemple que le CICE, je vous prends un exemple, le CICE, qui a été transformé, mais on savait que c'était un crédit d'impôt qui était extrêmement coûteux, avec très peu d'efficacité. Plus de 300 000 euros l'emploi créé, un seul emploi créé. Il n'a pas pour autant été supprimé. Donc il faut que le gouvernement suive ensuite les préconisations et l'évaluation de l'efficacité de ces niches fiscales. Il faut le rappeler, la France fait partie des pays records en matière de niches fiscales et de crédit d'impôt. Et donc le meilleur moyen de créer de l'emploi, c'est de booster la consommation. Et pour booster la consommation, c'est de reverser de l'argent, de remettre l'argent dans l'économie réelle et notamment pour les plus pauvres. Mais c'est une politique qui n'a pas réussi à enrayer le taux de chômage en France, à la différence des autres pays de l'Union européenne. Quand est-ce qu'elle a été faite ? Vous savez, la dernière politique publique qui a créé l'emploi, c'était les 35 heures. Alors, je dis pas ça parce qu'elle s'appelait Martine Aubry, je n'ai pas de lien de famille avec elle, mais le fait est que c'était une politique qui partageait le temps de travail et qui a créé plus de 300 000 emplois et qui, du coup, a prouvé une forme d'efficacité. Je crois que c'est la dernière politique publique menée par un gouvernement qui a été créatrice d'emplois, la preuve que ça peut fonctionner, et je pense que c'est cette direction que l'on devrait reprendre, et je vous promets, non pas parce qu'elle s'appelait Martine Aubry. Vous êtes crédité autour de 8% dans les derniers sondages. Participation faible, entre 38 et 42%, et puis également un électorat assez volatile, c'est ce qui ressort de ces sondages. Pourquoi, Manon Aubry, les européennes, ces élections n'impriment-elles pas ? Parce qu'on fait en sorte qu'elles n'impriment pas, parce qu'on passe plus de temps sur les plateaux télé à commenter les sondages plutôt qu'à faire des propositions de fond. Donc moi, je vais vous répondre et je vais essayer, avec le peu de temps que j'ai, de donner aux gens envie d'aller voter. Je crois que la première raison d'aller voter, c'est de ne pas laisser Emmanuel Macron remporter la partie et au soir du 26 mai se dire chouette, ma politique antisociale en faveur des plus riches. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella également. Et très bien, mais Jordan Bardella, quelle est l'alternative du Rassemblement national, pardon. Quelle est l'alternative qu'il propose? Jordan Bardella, en fait, a énormément de convergence avec le Rassemblement national. Il s'installe dans une forme de duo entre eux. Et en réalité, le Rassemblement national est, tout comme La République En Marche, contre l'augmentation du SMIC pour les institutions actuelles en France. Le Rassemblement national s'est abstenu sur la directive travail détaché au niveau européen, ou encore les alliés de Madame Le Pen proposent en Autriche la semaine de travail à 60 heures de travail. Ça ressemble un peu au travailler plus pour gagner moins d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut sortir de ce duo mortifère et montrer qu'une troisième voie est possible. Une réelle alternative, c'est celle qu'on met sur la table.
33 listes, c'est un record. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir su convaincre les Gilets jaunes de se rallier à la liste des... Alors, plusieurs choses. D'abord, des Gilets jaunes, il y en a 79 sur notre liste, puisque l'ensemble de la France Insoumise était mobilisé dans ce mouvement, même si on n'avait absolument pas la prétention de représenter l'ensemble du mouvement. On a toujours été très vigilants là-dessus. Une deuxième chose, c'est que dans la constitution de notre liste, on a essayé, autant que faire se peut, d'avoir une démarche de rassemblement la plus large possible. Moi, je suis tête de liste, je viens pas des rangs de la France Insoumise, j'avais jamais milité politiquement avant et je viens du milieu associatif. On a Emmanuel Morel qui vient du Parti Socialiste, Sergio Coronado qui vient d'Europe Écologie Les Verts, d'autres acteurs syndicaux et associatifs. On a essayé de faire cette démarche de rassemblement la plus large possible. J'aurais espéré qu'elle soit encore plus large parce que, oui, en effet, pour peser, il faut pouvoir se rassembler le plus largement possible. Mais après, c'est la démocratie et c'est normal que chacun qui veuille se présenter puisse le faire. Mais quand même, il y a une demi-douzaine de listes à gauche. Du coup, est-ce que vous redoutez une dispersion des voix ? Bien, je pense que s'il y a une demi-douzaine de listes à gauche, il y a plusieurs voix qui sont proposées. Et aujourd'hui, nous sommes la seule liste qui propose une rupture avec les règles européennes actuelles telles qu'elles existent, qui remettent en cause un certain nombre de dogmes européens, comme le libre-échange qui est inscrit dans les traités européens, comme l'austérité budgétaire de 3% de déficit qui empêche d'investir massivement dans la transition écologique, ce qui me permet de boucler la boucle avec ce que je disais initialement et l'ambition de faire 100% d'énergie renouvelable, ou encore avec la mise en concurrence de nos services publics qui est imposée aussi par les règles européennes. Et donc il y a des divergences à gauche aujourd'hui qu'il ne faut pas nier et qui expliquent pourquoi aussi nous nous trouvons sur des listes différentes par rapport à Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste. On peut partager une ambition écologique, mais je crois que la méthode est différente et nous allons jusqu'au bout de la démarche pour nous donner les moyens de prendre à bras-le-corps l'urgence climatique. Vous insistez quand même sur l'écologie, la transition écologique. Nathalie Loiseau propose la création d'une banque pour le climat, d'y affecter 1 000 milliards. Est-ce qu'il y a des convergences à imaginer avec ce type de proposition ? Vous savez, quand j'entends, et j'ai lu le long papier du JDD sur les propositions écologiques de Nathalie Loiseau hier, moi ça me fait assez rire parce que c'est vraiment l'écologie de salon. C'est super, on a plein de bons principes, mais regardez ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait en pratique. Par exemple, elle dit que les accords de libre-échange la signature des accords de libre-échange devrait être conditionnée à un certain nombre d'objectifs en matière climatique. Ah bon ? Qui a soutenu l'accord de libre-échange avec le Canada, cet accord qui s'appelle le CETA ? Le même gouvernement auquel elle a appartenu. Et moi, j'ai envie de dire, puisque cet accord de libre-échange n'a pas encore été ratifié par l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, dites à vos députés de ne pas le ratifier parce qu'il y a eu des études qui prouvent que c'est un impact négatif sur le climat. Vous voyez, la politique en matière écologique est pleine de contradictions. Et à l'heure de ce nouveau rapport sur la biodiversité qui exige un changement radical de politique économique, je crois que la politique des petits pas proposée par le gouvernement en matière climatique ne suffira pas. Mais vous ne dites pas si vous approuvez ou non. Sur la banque sur le climat, elle est impossible dans le cadre des traités européens, puisque aujourd'hui la Banque centrale européenne est celle qui fait la politique monétaire européenne. Et cette Banque centrale européenne, aujourd'hui, on n'a pas de prise politique sur elle, elle est complètement indépendante et ça fait partie des règles européennes qui sont problématiques en la matière. Alors, on connaît une partie seulement du programme de La République En Marche, la partie sur l'écologie. C'est bien de noter qu'à 3 semaines des élections, ils n'ont toujours pas de programme. Mais justement, alors que l'Europe est très important ils présenteront leur programme le 9 mai. Est-ce que pour vous, c'est trop tard ? Mais c'est trop tard. Mais vous savez, ils se sont placés pendant 6 mois dans un duel. C'est nous le chaos, on va sauver l'Europe. Ah oui, comment ? Avec quel programme ? Moi, je trouve que c'est vraiment se moquer du monde de ne pas être en capacité de proposer un programme pour ces élections, alors même qu'ils disent qu'ils veulent mettre l'enjeu européen au cœur de ces élections. Nous avons présenté un programme depuis début décembre dernier. C'est sur ce programme que nous faisons campagne avec des propositions claires. On ne ment pas aux électeurs. Je crois que vraiment, ils nous prennent pour des imbéciles et franchement, ça m'énerve.